Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire du vendredi, webinaire qu'on fait maintenant une fois par mois depuis le début de la COVID. Une façon que Lifto a trouvé pour rester près de ses clients, puis aller répondre au plus de questions possibles que vous pourriez avoir, malgré le temps de la COVID, puis que la communication n'est pas toujours facile. Pendant toute la période du webinaire, vous allez pouvoir vous-même vous allez pouvoir aller écrire vos questions. Puis à la fin du webinaire, on va prendre le temps de répondre au plus de questions possibles. Si jamais on ne répond pas à tout, on va vous répondre par courriel à la fin de celui-là. Aujourd'hui, on reçoit Pascal Lapierre comme premier intervenant. Pascal Lapierre est à son deuxième webinaire avec nous. Il a plus que 13 ans d'expérience dans le LIF. Il est avec Lifto depuis 2012. Donc aujourd'hui, Pascal va nous parler de guide d'achat. Après ça, on va recevoir Marie-Pierre Paradis. Marie-Pierre Paradis est avec Lifto depuis quelques mois, mais quand même représentante industrielle et commerciale depuis 2005, donc beaucoup d'expérience. On va nous parler de l'importance d'une flotte bien gérée. Puis à la fin, je pense qu'on n'a même plus besoin de le présenter, Steve Mimo, qui est rendu à son troisième webinaire avec nous. Steve a plus de 30 ans d'expérience dans tout ce qui est entrepôt, formation et opération, supervision. Steve travaille pour la formation Lifto. Il va nous parler de Simdut aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais passer tout de suite la parole à Pascal Lapierre. Pascal. Merci, Martin. Bonjour tout le monde. Bien content d'être ici pour une deuxième fois dans les webinaires du vendredi. Aujourd'hui, on va faire ensemble un petit guide d'achat. Donc, on va éclaircir 8 questions fondamentales avant d'acquérir un chariot élévateur. Bon, je vous l'annonce tout de suite, c'est pas tout à fait juste 8 questions. Si vous avez fait une feuille pour vous prendre des notes et que vous avez fait 8 points, ça va peut-être vous en prendre quelques-uns supplémentaires parce qu'on a quelques sous-questions qui vont faire, une fois toutes répondues, un portrait global d'un chariot élévateur à acquérir. Donc, pourquoi se poser ces 8 questions? Eh bien, c'est bien simple. Pour travailler avec le bon lift à la bonne place. C'est aussi pour comprendre ce que votre représentant Lifto vous conseille versus vos besoins. Enfin, c'est pour savoir que vous achetez la bonne machine pour vous, pour votre entreprise, pour votre application. Des fois, on parle à des gens qui veulent changer un chariot élévateur acquis il y a plusieurs années et qui nous confient qu'il y a un petit point là, c'est un tout petit irritant, mais le petit irritant est là depuis le début du chariot élévateur à cet endroit-là. Mais si en fait, au début, avant l'achat de ce chariot-là, on aurait répondu à ces 8 questions, le chariot aurait mieux travaillé assurément. On va commencer tout de suite avec les spécifications. Les spécifications, c'est la technique, c'est ce qui fait que le bon chariot se retrouvera à la bonne place. La capacité. En tout premier lieu, ce qu'il y a de le plus important sur un chariot, c'est bien évidemment la capacité. Il faut comprendre que la capacité est à 24 pouces centre, donc à 24 pouces après le début de la charge. Une charge de référence pour un chariot élévateur, c'est toujours 48 par 48 par 48. Et donc, bien évidemment, comme je l'ai dit tantôt, le centre de charge va être à 24 pouces. Si votre charge est plus longue, plus large, ça va influencer la capacité. Ce qu'on veut savoir, c'est dans la journée, en moyenne, le chariot travaille avec quel poids sur les fourches. De temps en temps, est-ce qu'on a une palette plus lourde? Et puis, si on en a une, cette palette-là, elle pèse combien? Le chariot doit être en mesure de la lever, mais pas juste de la lever, de la bouger, de la placer en toute sécurité. Par exemple, si on travaille avec en moyenne 2500 livres sur les fourches, mais qu'on a besoin de temps en temps d'un 5000 livres, mais ça va prendre un 5000 livres pour faire le travail. Cependant, un 5000 livres, c'est peut-être plus gros, c'est peut-être plus large, c'est peut-être plus haut. Est-ce que ça va être trop gros? C'est ça qu'on va déterminer ensemble. Deuxièmement, on va parler de hauteur. L'endroit le plus haut que j'ai à atteindre avec mes fourches, c'est quoi? Ma tablette la plus haute. Où est-ce que j'ai à déposer des choses? C'est à quelle hauteur? Est-ce que je dois passer sous une porte plus basse? Est-ce que le plafond de mon usine est plus bas à un endroit en particulier et je dois me rendre là avec le chariot élévateur? Enfin, est-ce que vous avez à travailler dans des camions, dans des remorques? Et j'ajouterai quel type de camion, parce que ce n'est pas tous les camions
qui ont la même hauteur de plafond et surtout la même hauteur de porte. Deuxièmement, on va parler d'utilisation. Le nombre d'heures par jour, par mois, par année, le nombre de quarts de travail sur lesquels le chariot élévateur va travailler. Ici, il faut faire attention. J'entends toujours qu'on travaille sur un seul chiffre 5 jours par semaine. En théorie, si on prend ça froidement, ça donne 2200 heures par année. Un chiffre 5 jours par semaine, c'est 2200 heures par année. Est-ce que la machine travaille réellement 2200 heures par année, sans arrêt? Ainsi, quand on parle d'une machine qui va travailler sur 2 ou 3 chiffres, le nombre d'heures devient rapidement astronomique. Mais ce qu'on a à se poser comme question, c'est est-ce que c'est le vrai chiffre ou est-ce que la machine travaille quelques heures par chiffre et le reste du temps, elle est stationnée? Les combustibles. Le combustible, c'est ce qui fait fonctionner la machine. Ça fait référence au moteur à explosion, mais ça englobe aussi l'électricité dans le cas des machines électriques. Les différents combustibles qui peuvent s'appliquer pour un chariot élévateur. Donc, on a bien évidemment le propane, qui je pense est le plus connu au Québec. Il y a des chariots qui fonctionnent au diesel. Il y a des chariots qui fonctionnent uniquement à essence, comme une automobile. Et il y a des chariots à électricité, des chariots électriques. Il existe aussi des chariots dual fuel, donc des chariots qui peuvent à la fois fonctionner au propane ou à essence, dépendant de ce qu'on met dans le réservoir. Les propanes. Quels sont les avantages et les inconvénients du propane? Bien, les avantages, le chariot au propane sont toujours un peu moins chers à l'achat. Un réservoir de propane, c'est propre, ça ne coule pas, ça ne fuit pas. Une chance, là, on s'entend que ça ne fuit pas. Et ça se change super facilement. En plus, avec un réservoir de propane, on a la même puissance du début à la fin du réservoir de propane. Du côté des inconvénients, bien, on parle de changement d'huile, de remplacement de filtre, donc d'entretien plus fréquent. Un chariot à combustion interne, au propane ou au diesel, rejette des gaz d'échappement, donc on peut parler à long terme de pollution. Et on n'a pas le choix, c'est un incontournable maintenant, l'empreinte écologique, c'est quelque chose qu'on néglige plus en 2020. Du côté des électriques, les avantages, bien, à long terme, un chariot élévateur électrique revient moins cher. Le chariot élévateur électrique ne produit aucun gaz, aucune fumée, aucune poussière. Il s'use généralement moins vite parce qu'il y a moins de pièces mécaniques à l'intérieur des moteurs. Du côté des inconvénients, eh bien, l'investissement initial est important, on ne se le cachera pas. Le cycle de charge doit être bien compris et doit être pris en considération. Le temps de charge, le temps de repos doit être connu et doit être mis dans la balance, dans l'équation. Dans le cas d'une machine électrique, c'est très important d'avoir fait ses devoirs à la question 2, à l'utilisation. Parlons des chargeurs. Il existe plusieurs types de chargeurs. Donc, le chargeur standard est fait pour quelqu'un qui travaille en mode 888, donc un seul chiffre. Du côté des chargeurs opportunités, c'est des chargeurs qui vont nous permettre de travailler sur 2 chiffres. Donc, ça le dit, dès qu'on a l'opportunité de brancher la machine, on la branche. Donc, l'opportunité, c'est au break, au dîner, entre les changements de chiffre et à la fin des quarts de travail. Donc, un chargeur d'opportunité nous permet de travailler facilement avec 2 quarts de travail avec une seule batterie. Il existe le fast charge qui commence à être de plus en plus populaire chez les gros utilisateurs. Donc, avec un fast charge, on peut travailler carrément sur 3 chiffres sans arrêt. Par contre, on ne se le cachera pas, c'est très difficile, c'est très dommageable pour les batteries. Donc, c'est une solution à privilégier quand on n'a pas beaucoup d'espace pour faire des changements de batterie, mais qu'on a besoin d'un chariot élévateur électrique sans arrêt. Enfin, il y a le lithium qui devient de plus en plus populaire. On en parle sur à peu près chaque transaction qu'on fait. Par contre, ça représente un pourcentage de vente minime parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas une solution qui s'applique à tout le monde. En quatrième position, en quatrième question, on doit parler des pneus. Les pneus, il faut savoir qu'il existe 2 grands types de pneus. Donc, le pneu à bandage plein, qu'on appelle souvent pneu d'intérieur, pneu dur ou l'anglicisme qu'on utilise le plus dans l'industrie, qui est caution. Et du côté des pneumatiques, ce qu'on entend le plus comme terme, c'est
Pneus d'extérieur, plus gonflés, plus soufflés, pneus à l'air, pneus ballon, on entend ça de temps en temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bandages pleins travaillent plus à l'intérieur et les pneumatiques travaillent plus à l'extérieur. Pour en savoir plus sur les pneus, je vous invite à consulter le webinaire numéro 5 de Lifto, lequel j'ai animé et qui comportait un module sur les pneus. Vous allez comprendre exactement tous les types de pneus, décortiquer ça. C'est très bien expliqué. La 5e question concerne les attachements. Donc, c'est quoi un attachement? Un attachement, là, il y a quelque chose de bien drôle que j'aime dire. C'est ce qui donne au chariot élévateur ses super pouvoirs. C'est ce qui s'attache à l'avant du chariot et qui permet d'agripper, de prendre la charge. Donc, le plus connu des attachements, c'est le side shift. En français, on pourrait appeler ça le mécanisme à départ latéral des fourches, mais on utilise l'anglicisme, je m'excuse, ça s'appelle un side shift. Il existe le positionneur de fourche qui est bien reconnu, qui est bien connu, qui est bien apprécié aussi, qui permet de déplacer les fourches comme ça, de droite à gauche, et aussi de les rapprocher et de les éloigner par rapport au side shift qui fait juste déplacer les fourches de droite à gauche. Il existe une multitude de pinces qui sont disponibles aussi selon votre utilisation. C'est vraiment à regarder avec votre spécialiste pour conseiller la bonne pince. Rendu à cette étape, si on sait les specs qu'on a besoin, la charge à déplacer, on sait où il va travailler à l'intérieur ou à l'extérieur, le type d'attachement deviendra simplement une évidence. La 6e question concerne le neuf ou l'usager. Quand est-ce qu'on choisit un neuf versus quand est-ce qu'on choisit un usager? Bien, un neuf, c'était à prioriser quand il y a plusieurs quarts de travail pour les utilisateurs multiples, pour les chariots qui sont beaucoup sollicités. Par contre, un usager va très bien faire la job dans des applications où est-ce qu'on travaille moins de 4 heures par jour. Le 7e point, c'est meilleur coût de possession versus meilleur prix d'achat. Quelle est la différence? Bien, c'est bien simple. Le meilleur prix d'achat, c'est le moins cher, point final. Le meilleur coût de possession, c'est le prix d'achat, plus l'entretien, plus les réparations. En fait, c'est ce que le chariot va vous coûter durant toute sa vie utile. Pourquoi Toyota est champion du coût de possession? Bien, c'est bien simple. Les prix d'achat de Toyota sont toujours très compétitifs. L'entretien doit être fait aux 500 heures sur la plupart de nos modèles, comparativement à nos concurrents qui souvent ont à faire des entretiens plus fréquents. Les chariots élévateurs Toyota sont champions de la sécurité avec leur système anti-renversement SAS. Le système actif de contrôle DUMA en fait aussi partie. Un accident ou un incident, d'après vous, ça coûte combien à l'entreprise? Les chariots élévateurs Toyota sont impliqués dans moins d'accidents. Le carburant n'est pas à négliger non plus dans cette équation-là. Les chariots élévateurs au propane et au diesel Toyota sont plus économiques. Et enfin, la fiabilité, on n'a pas besoin d'en parler très longtemps. Les chariots élévateurs sont définitivement les plus fiables sur le marché. Enfin, le support. Mais une fois que vous avez acheté votre chariot élévateur, c'est important de compter sur une équipe qui va être là après pour vous supporter une fois que vous allez l'avoir. Bien, Lifto va être là et Toyota va être là. Je ne sais pas si vous savez, mais Toyota est 14 ans d'affilée meilleur vendeur en Amérique du Nord. Donc, ceci conclut les 8 questions que vous devez vous poser avant d'acheter un chariot élévateur. Je passe maintenant la parole à ma collègue Marie-Pierre. À toi, Marie-Pierre. Marie-Pierre, je pense que tu n'as pas unmuté ton micro et ouvert ta caméra pour qu'on puisse entendre ce que tu dis. Allô, Marie-Pierre? Je peux embarquer, Martin, en attendant? Oui? Oui, vas-y, Steve.
Bien, du temps petit problème. Bonjour, Steve Mimo. Je suis formateur chez Lifto depuis déjà plusieurs années. Aujourd'hui, je vais faire juste un petit blog sur le SIMDUT. Que veut dire le SIMDUT? En fait, c'est système d'information des matières dangereuses utilisées au travail. Qu'est-ce qu'un produit SIMDUT? C'est pas compliqué. En résumé, un produit SIMDUT, c'est une bouteille de savon à vaisselle, un gallon d'eau de javel qu'on a à la maison. Puis quand on apporte ça au travail, ça devient un produit SIMDUT, aussi appelé produit contrôlé. Il y a des gros changements majeurs au SIMDUT qui a été effectué en 2015. Le SIMDUT qui s'appelait SIMDUT 88 s'appelle désormais SIMDUT 2015 avec le SGH. Qui a créé les SIMDUT, en fait? Ça a été les gouvernements, les industries, les syndicats ensemble. Ils se sont mis ensemble pour dire, là, c'est assez, il arrive trop d'incidents ou d'accidents au milieu de travail, donc ils ont créé ce système d'information qui est le SIMDUT, qui nous rapporte avoir de l'information sur les fiches signalétiques qu'on connaît normalement. Okay? Le SGH a été adopté mondialement, internationalement. Il y a juste quelques pays qui n'ont pas voulu participer. Donc, tout le monde, partout au monde ou presque, on a toutes la même information, la même chose. OK? Pourquoi que c'est comme ça? Parce que malheureusement, on parle d'à peu près de plusieurs millions de travailleurs meurent chaque année. Hein? Là-dessus, on compte près de 5000 décès par jour mondialement et on compte à peu près de 500 à 2000 lésions professionnelles selon le type de travail. Puis pour chaque maladie professionnelle ayant entraîné la mort, on compte environ 100 autres maladies qui obligent les travailleurs à s'absenter de leur travail. En 2015, comme j'ai dit tantôt, le gouvernement fédéral a annoncé l'entrée en vigueur du règlement sur les produits dangereux et certaines modifications à la loi aussi sur des produits dangereux le 11 février 2015, proclamant l'intégration du SGH, Système de gestion harmonisé, au SIMDUT 88, nommé depuis SIMDUT 2015. L'objectif de tout ça, comme j'ai dit tantôt, c'est d'uniformiser. Uniformiser, faire un gros ménage. Un peu pour ceux qui connaissent le système 5S. Vous savez que les 5S, c'est japonais. En fait, ça a été élaboré dans le cadre du système de production Toyota. En fait, Toyota est impliqué beaucoup dans les 5S. Que veut dire les 5S? En fait, c'est de s'organiser, situer les choses, scintiller, standardiser les règles et suivre et progresser. Le but de tout ça, c'est de supprimer ce qui est inutile, de situer les choses, faire scintiller, en fait, que ce soit propre, chaque chose à sa place, et que tous les endroits qui se ressemblent soient à la même place, au même endroit. Puis le plus difficile, souvent, ça va être de suivre. Donc, le SGH qu'il a fait, c'est que dans les fiches signalétiques, chaque information est toujours à la même place maintenant. Qu'importe où on va acheter un produit contrôlé au SIMDUT, les informations sur notre fiche de données de sécurité vont être à la même place. L'intégration du SGH, qu'est-ce que ça a fait en fait? C'est que ça a intégré des nouvelles exigences d'étiquetage, un nouveau format de fiches de données de sécurité en 16 blocs et l'information et formation appropriée aussi à tous les gens et travailleurs. Quelle est la différence avant 88 SIMDUT et 2015? C'est qu'avant, ça s'appelait une fiche signalétique. Maintenant, on appelle une fiche de données de sécurité, FDS. On peut quand même dire fiche signalétique. On sait que c'est un peu la même chose. Les étiquettes, on parle d'une nouvelle définition et présentation. Pictogrammes, nouvelle identification aussi. On va les voir sous peu. Puis les niveaux de risque, maintenant, c'est rendu nouvelle identification. Où je veux en venir par là, nouvelle identification, c'est que il y a des dangers classifiés maintenant 1, 2, 3. Le 1 étant le beaucoup plus dangereux que le 2 et 3. Et il y a des sous-classes, sous-catégories. Donc, 1 peut être accompagné d'un A, B, C, etc. Le A étant vraiment, c'est avéré, le B sera supposé et le C, ça sera suspecté. OK? Voici les nouveaux SGH à comprendre 9 classes de danger représentées par 9 pictogrammes au lieu de 8 avant. On a bien sûr le premier qui sera l'explosif, le deuxième l'inflammable, le troisième qui sera matière comburante. On a les gaz sous pression, on a les matières corrosives, les dangers de mort, toxiques et dangers pour la santé. Et le petit nouveau environnement maintenant. Je veux vous rappeler que le petit logo pictogramme des matières infectieuses n'est pas compris dans le SGH pour l'instant, mais le SIMDUT le retient puisqu'il est d'ordre biologique.
et aussi les autres pictogrammes qu'on voit à l'occasion sur les camions, ceci pour les transports, mais cette formation, le GH, n'est pas encore intégrée dedans. La formation continue à se faire là, sur les réseaux sociaux, Internet. Je veux juste vous comparer les anciennes fiches, les étiquettes du fournisseur qu'on a souvent, où on avait sur les produits qu'on achetait, fiches de données de sécurité ou signalétique. Le Simdut 88, vous voyez la petite bordure hachurée, tout est pêle-mêle, c'est pas très, très visible comparé à la nouvelle fiche du Simdut 2015. Nouveau pictogramme, des carrés rouges avec un fond noir, beaucoup plus visible à l'œil aussi. Puis je veux vous rappeler que la bordure hachurée maintenant n'est plus obligatoire. La bordure hachurée servait avant que quand on avait une urgence, on appelait le 911 ou InfoSanté, bien, il nous disait justement, va dans la partie hachurée, donne-moi les informations que j'ai besoin. Maintenant, tout est dans le même ordre. Ils vont plutôt dire, va dans la section 1, 2, 3, etc. Je veux vous montrer un petit aide-mémoire ici. Puis ça va être disponible là, en revenant voir la petite conférence. On connaît bien les pictogrammes, la tête de mort, les flammes, explosifs et corrosifs. Je veux vous donner un petit truc, OK? C'est que plus qu'il y a de côté, plus c'est dangereux. En fait, si j'ai une tête de mort dans un octogone, l'octogone sera plus dangereux que le carré puisqu'il y a plus de côtés. Par contre, le triangle sera moins dangereux que le carré puisqu'il y a encore moins de côtés. C'est comme ça sur toutes les petites cannes qu'on achète, les récipients, les produits dangereux contrôlés. On a souvent ces pictogrammes-là encore. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous, comme j'ai l'habitude de faire, une petite histoire qui s'est passée, une histoire malheureuse qui s'est passée ici à Montréal en 2016. En 2016, en fait, c'est qu'il y a une personne qui a perdu la vie et 2 personnes gravement blessées. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était 3 employés qui faisaient la pose d'un scellant sur un plancher de bois et entre chaque couche, il fallait patienter 15 minutes. Donc, ils ont donné la première couche de scellant. Ils ont décidé de prendre une pause de 15 minutes, mais s'asseoir sur le bord du châssis dans la même pièce. Et il y a un employé qui a décidé de s'allumer une cigarette. Bien, le crack et l'étincelle que fait le briquet a fait enflammer le plancher. Cet employé-là a eu la rapidité d'aller ouvrir la porte qui mène à l'extérieur sur le patio. Et malheureusement, ça a créé une explosion terrible. Cet employé-là est décédé sur le coup et les 2 autres ont été gravement brûlés. Malheureusement, si seulement les gens avaient été au courant du produit qu'ils utilisaient en consultant justement ces fiches signalétiques ou de données de sécurité, ce ne serait probablement pas arrivé. Pour terminer, j'aimerais juste, n'oubliez pas, là, un petit rappel des pictogrammes rapides. Là, les 2 petites éprouvettes, n'oubliez pas que je ronge. La petite tête de mort, je tue. La petite âme éclatée, bien, je nuis gravement à la santé. Le point d'exclamation, j'altère à la santé et à la couche d'ozone. Le petit poisson sur le dos, bien, je pollue avec l'arbre. Je suis sous pression, la bonbonne. Le rond avec une flamme c'est je fais flamber, je flambe et j'explose. Quand vous allez voir ces pictogrammes-là, vous allez peut-être retenir un peu là, ces dangers. Donc, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si Marie-Pierre est revenue, Martin, donc je vais laisser la place. Merci. D'avoir pris le relais. Je pense que Marie-Pierre est revenue, on a un petit problème technique. Donc, on va essayer de voir si la voix fonctionne de Marie-Pierre. Si ça fonctionne, on va y aller avec toi. Oui, parfait. M'entendez-vous bien? On entend très bien. Super. Donc, c'est bon, le relais, merci. Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de me joindre à vous ce matin. Désolée pour le petit problème technique de tout à l'heure. Je suis là ce matin pour vous parler de l'importance d'une flotte bien gérée, l'importance de miser sur la qualité et non sur la quantité lorsqu'on gère des véhicules motorisés dans une entreprise. On va regarder ensemble les 5 points les plus importants là, qui est bien de regarder lorsqu'on gère une flotte. Le nombre d'unités dans la flotte. Je vous donne un exemple. Si vous avez 18 chariots élévateurs, qu'il y en a 15 qui sont utilisés à 2000 heures par année versus 3 seulement utilisés à 200 heures par année, bien là, on a un déficit là, au niveau de notre flotte et c'est bon de voir lesquels qu'on peut changer, lesquels on peut renouveler et lesquels on garde. L'âge de chacune des unités est importante aussi. On sait très bien qu'un chariot élévateur qui va être plus âgé va coûter plus cher au niveau des coûts de main-d'œuvre, au niveau des coûts des pièces de réparation, des downs. Lorsque le chariot est brisé et que l'employé ne peut pas l'utiliser pour travailler, ça coûte cher à une entreprise. Donc, de prendre le temps de regarder l'âge de chacune de vos unités, ça va vous aider à bien gérer votre flotte.
Le nombre d'heures au compteur de chacune d'elles aussi. On sait que plus il y a d'heures sur un chariot élévateur, moins sa valeur de revente est bonne. Lorsque va venir le temps de renouveler pour un chariot plus récent, vous allez avoir un moins bon coût de revente sur votre chariot, puis vous allez avoir des pertes financières. Le nombre d'heures travaillées par année par unité revient aussi un peu avec le nombre d'unités dans la flotte. Donc, comme je disais tout à l'heure, s'il y a des unités qui travaillent 2000 heures versus d'autres qui en travaillent seulement 200, bien, c'est moins bien balancé au niveau de la flotte. Donc, il faut prendre une décision à ce niveau-là. Les dépenses d'entretien totales depuis l'achat de chaque chariot élévateur. Le temps, c'est de l'argent. Donc, prenez le temps de faire un bilan de combien vous a coûté chaque chariot depuis que vous l'avez acheté. Combien ça vous a coûté en main-d'œuvre, en pièces, en temps de down, à combien qui vous revient, le coût mensuel aussi de l'appareil s'il est en financement. Donc, ça aussi, ça peut vous aider à prendre des bonnes décisions. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le change? Ou est-ce que je m'en départis tout simplement et je réduis ma flotte? Je vais vous donner un exemple d'une flotte inadaptée. Il y a un client qui détient 47 unités dans sa flotte. La moyenne d'utilisation est de 14 par chariot élévateur. La moyenne d'heures d'utilisation est de 477 heures. Nous, on va vous proposer un plan de réduire la flotte à 18 chariots élévateurs, d'augmenter ses heures à 1200. Le chariot est capable d'en prendre. On augmente la moyenne d'utilisation de 37 par chariot et on réduit la flotte de 61 ce qui vous amène à une économie au niveau des coûts. Mais ça vous amène aussi plusieurs points. La réduction au niveau des coûts de maintenance, la réduction au niveau des coûts de main-d'œuvre, une plus petite flotte, plus d'espace dans l'entrepôt, plus de sécurité, donc moins de problèmes là, au niveau de la sécurité. Vos employés se sentent plus à l'aise d'utiliser un chariot élévateur dans un environnement où il n'y a plus d'espace pour l'utiliser aussi. Et le crédit bail qui devient désormais une option importante avec des avantages financiers. Le crédit bail est de plus en plus connu chez les entreprises, mais il n'est pas connu dans toutes les facettes qu'il peut vous apporter, toutes les façons qu'il pourrait vous faire économiser des coûts. Votre représentant local, comme moi, mes collègues et tout ça, on est là pour vous aider à optimiser votre flotte dans l'entreprise. On est là pour aller avec vous, faire le tour de vos installations, faire le tour de votre usine, regarder vos chariots élévateurs, peu importe la marque. Puis on regarde si celui-là, il est dû pour être changé, si celui-là, il a atteint son nombre d'heures où on est capable d'avoir un bon prix pour l'échange, de dire, bon, bien, vous avez trop de chariots élévateurs versus qu'est-ce que vous avez à faire. On va vous conseiller, on va vous expliquer les avantages d'un crédit bail, de quelle façon on peut vous faire sauver des coûts annuellement. On va prendre le temps avec vous et comme je vous disais, le temps, c'est de l'argent. Prenez le temps d'analyser votre flotte. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec nous, prendre rendez-vous avec votre représentant pour qu'on vous aide là-dessus. Merci. Je redonne la parole à Martin. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'être revenue comme ça, en force, et d'être capable de finir ça comme ça. Je vais vous demander les trois de revenir, là, si c'est possible. J'ai quelques questions pour vous. Puis en même temps, je vais vous dire merci là, pour le bon webinaire. Merci aussi à Steve d'avoir sauté dans le tas quand c'était le temps là, pour nous aider. Fait que, écoute, je vais y aller. Pascal, je pense que la première question va être pour toi. Là. Est-ce qu'il existe des chariots élévateurs hybrides, un peu comme une auto? C'est une bonne question, Martin. Je sais qu'il y a eu des prototypes de fait par Toyota concernant des chariots élévateurs à combustion interne et électrique. Malheureusement, pour l'instant, cette technologie-là n'a pas été approfondie. Donc, non, il n'existe pas en production de chariots élévateurs hybrides. Bon, good, ça répond à la question. Prochaine question, je vais y aller pour Steve. Bon, ben, c'est assez simple. Là. C'est-tu obligatoire la formation SIMDUT dans une compagnie? Oui, Martin, depuis 2015, c'est obligatoire. On sait très bien, on a eu un peu d'informations il y a quelques semaines par rapport aux lois et règlements, dont la loi 51 qui dit que l'employeur doit former leur employé sur justement ces produits contrôlés-là pour éviter et travailler en toute sécurité, Martin. Good, mais merci beaucoup. Je pense que ça répond très clairement. Marie-Pierre, la prochaine question, c'est un petit peu long. J'espère que tu vas être correct. Là. J'ai un chariot debout avec ciseaux et mon opérateur voudrait un chariot assis.
mais mes allées ont seulement 10 pieds de largeur. Avez-vous une solution pour moi? Fait que dans le fond, entre un chariot reach, là, qu'on dirait en bon terme, puis lui, il veut un assis, mais il y a juste 10 pieds de largeur. On a-tu quelque chose pour ça? Oh, t'es muté, Marie-Pierre. M'entendez-vous? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Oui, Martin, écoutez, les chariots élévateurs Toyota 3 roues de 3000 et 4000 livres de capacité de base travaillent dans des environs, dans des largeurs de 10 pieds 6 pouces, là, à 95 du temps. Par contre, dans le cas du client, chez Toyota, on a un modèle qui est plus court puis qui permet de travailler dans des allées de 10 pieds. C'est le 8FB ES15U qui a une capacité là, de 3000 livres, donc qui est fait plus petit, plus étroit et nous permet là, d'aller dans un allée de 10 pieds. Donc, pour ce client-là, ça serait l'idéal. Je ne crois pas avoir d'autres questions. C'est parfait comme ça. Bien, merci beaucoup, les trois, pour votre présence. On va se revoir encore, parce qu'il y en a certains qui sont rendus pratiquement réguliers. Donc, c'est bon comme ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous rejoindre à lifto.com. Martin. Merci. Merci. Bonne fin de semaine. Merci à vous. Salut tout le monde.